Bonsoir à tous. Merci de vous connecter encore ce soir au webinaire spécifique sur la prothèse implantaire, voilà, qui sera animé ce soir par le docteur Marin Pampersky, qui est chirurgien dentiste omnipraticien à Paris, et le docteur Victor Priol, qui est lui aussi chirurgien dentiste omnipraticien à Marseille. Donc voilà, qui ont une activité mixée entre de l'implantologie et une activité assez intensive en prothèse implantaire, notamment avec une grosse expérience puisqu'ils partagent leur activité avec des centres de référence reconnus en implantologie à Paris et à Marseille. Docteur Pompersky, lui, a une formation donc spécifique à la prothèse, on va dire plutôt adhésive. On n'en a pas encore beaucoup parlé de prothèse implantaire, mais là, ce soir, ce sera plus le sujet de la prothèse implantaire. Donc moi, je suis Emmanuel Escalante, directeur de la société Southern Implant, et je vais vous présenter un petit peu en préambule la société, ce que nous faisons, et notamment aussi pour la restauration prothétique, voilà les idées, les avancées que Southern peut apporter dans les solutions de restauration prothétique. Et ensuite, je laisserai la parole au docteur Pompersky qui démarrera ce webinaire qui va durer environ une cinquantaine de minutes, peut-être 60 minutes avec vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a un module tout en bas qui s'appelle le module Q&R, donc questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Quand un de nos conférenciers ne le communique pas, il peut prendre les questions pour les poser au conférencier qui est en train d'intervenir, voilà, pour faire interagir sur le débat et que voilà, ça soit interactif et assez vivant. C'est l'objectif de cette soirée, de cette réunion. Alors, je vais vous partager donc ma présentation. C'est bon, je crois qu'on est bon. Vous voyez mon écran? On est OK. Bon. Donc, comme je vous disais, donc je suis Emmanuel Escalante, directeur de la société Southern Implant. Nous avons, pour accompagner démarche de développement et de qualité des soins qu'on peut prodiguer avec l'utilisation des produits Southern Implant, la Surgical Academy, qui est engagée à fournir un contenu de qualité sur différentes thématiques, que ce soit chirurgicale ou prothétique. Là, le sujet de ce soir sera la prothèse. La Surgical Academy, donc pour la prochaine formation, donc qui sera la prothèse implantaire, et je vais vous reparler des dates et de son contenu, est une formation voilà qui sera certifiée Calliope. Donc et là pour le coup, je vais quand même remercier mon collaborateur Florian Gobin qui s'est beaucoup investi pour obtenir ce processus de formation qualifiante et qui est un chemin long et complexe et il a réussi à relever ce challenge et je le félicite voilà ce soir et je remercie voilà pour l'effort qu'il a pu faire dans cette démarche. Donc je vous ai présenté Victor et Marin. Donc voilà, c'est un peu ce soir le préambule de la formation qui aura lieu à Pertuis dans nos locaux. Donc Pertuis où ça se trouve, pardon, hop là, ça se trouve à côté d'Aix-en-Provence. Donc un petit coup de train ça va assez vite pour venir à Pertuis. On est en Provence, on a des locaux très sympathiques. On aura le plaisir de vous accueillir, même au mois d'octobre. Il fait toujours très bon. Donc, c'est promis, on vous fera manger sur la terrasse. Enfin, on fera de notre mieux. Et voilà, on a la chance d'avoir deux praticiens expérimentés et très impliqués dans la prothèse implantaire de très haut niveau et qui vous partageront voilà lors de cette journée tous les tours de main pour avoir une prothèse voilà dans les dernières données acquises de la science et ce qui se fait de mieux en termes d'esthétique quelle que soit l'indication. Alors, pour Southern Implant, qui sommes-nous? Nous sommes une société internationale qui développons tout un concept, donc que ce soit des implants dentaires, mais bien sûr avec de la prothèse associée, avec toujours un très haut niveau de recherche dans le développement de nos composants. Cette société a été créée par Monsieur Graham Blackbird, voilà, d'ailleurs, dont vous avez le bonjour, parce que j'ai eu une réunion ce matin avec lui et je discutais voilà de
de notre programme de formation. Et voilà, il m'a dit de saluer les dentistes français lors de notre réunion ce soir et nos conférenciers. J'espère qu'il pourra rencontrer très prochainement. Donc voilà, il a créé cette société il y a maintenant plus de 38 ans en Afrique du Sud, puisqu'il est sud-africain et notre usine est basée en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, tout ce qui est fabriqué chez Southern est fait à Johannesburg, en grosse partie, ou à Cape Town. Mais en fait, Southern maîtrise tout le process de fabrication, que ce soit les implants, les instruments et la prothèse associée. Donc, pour la qualité de nos implants, toute la fabrication de nos implants est faite en titane de grade 4 ultra haute résistance, tout simplement parce que le titane de grade 4 présente le module d'élasticité le plus important, et c'est ce que nous souhaitons avoir voilà, des millions de cycles pour que les implants tiennent bien et notamment puissent accueillir une prothèse qui soit la plus résistante possible dans le temps. L'état de surface, c'est un état de surface uniquement sablé. Il n'y a pas de traitement chimique de nos implants pour ne pas altérer les propriétés mécaniques intrinsèques du titane. Et voilà, qui a eu donc en 2023 par un organisme indépendant qui s'appelle la Clean Implant Foundation. Voilà un agrément comme quoi la surface est très propre et fait partie effectivement, elle fait partie des surfaces des moyennement rugueuses justement pour éviter des périimplantites et autres. Bon, ça c'est encore un autre débat. Et raison pour laquelle depuis maintenant pratiquement 15 ans, tous les implants de Southern sont équipés de surfaces lisses ou de surfaces dites hybrides, où les 3 premiers millimètres en fait ne sont pas sablés. Toujours pareil pour éviter l'adhésion de la plaque bactérienne et aussi ben, tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec le périimplantite. Mais on va voir ça aussi en fin de présentation, que ça se passe au niveau de la prothèse, et je vous expliquerai pourquoi. Southern Implant fait partie des sociétés qui ont le plus de publications sur l'efficacité de leur système. Donc ça, vous pouvez trouver la source sur PubMed, voilà, pour vous intéresser effectivement à l'ensemble des publications disponibles sur l'ensemble des concepts de traitement de Southern Implant. On se définit comme le partenaire de vos défis quotidiens puisque voilà, on développe des systèmes chirurgicaux et prothétiques un petit peu spécifiques pour répondre à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien, les restrictions anatomiques à la mandibule et au maxillaire. Mais l'objectif étant de pouvoir fournir une prothèse la plus simple possible et si c'est simple, c'est plus durable. Voilà. Donc, on est concentré sur les grandes problématiques en chirurgie orale, donc qui sont le secteur esthétique, la réhabilitation molaire après extraction, la réhabilitation complète, bien sûr, la reconstruction crânio-faciale. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un de nos domaines aussi de prédilection. Nous sommes, voilà, on fait partie des leaders mondiaux sur les traitements de l'atrophie complexe avec les zygomatiques et autres. Bien sûr, comme je vous en ai parlé, le gestion de risque de périimplantique, donc ça, c'est la connaissance des matériaux. Et bien sûr, tout ce qu'on va pouvoir voir ce soir s'intègre bien sûr parfaitement dans des solutions numérique ouverte, quelle que soit votre caméra, le logiciel avec lequel vous allez travailler, que ce soit pour la planification, la modélisation prothétique, on va retrouver ça aux Implant dans l'ensemble de ces bibliothèques. Voilà, donc ben, comme on est concentré effectivement sur des thématiques spécifiques, ça donne aussi parfois des implants spécifiques, mais qui viennent faciliter la prise en charge des patients. Le sujet, c'est la prothèse. Bien sûr, on offre une gamme de solutions quand même assez vaste, mais quand même aussi qui est quand même normée et simplifiée pour que, voilà, avec un seul tournevis, vous puissiez utiliser l'ensemble des composants prothétiques de la gamme. Assez simple aussi pour faire un petit rappel, tout ce qui se visse direct implant, vous êtes dans des variables qui sont quand même assez connues ou vissées, donc la prothèse entre 30 et 35 newtons, à part sur une connexion voilà très étroite, voilà comme vous pouvez le voir sur un des implants 3.0 où on va torquer un petit peu moins fort les vis de prothèse, mais après tout ce qui va se passer aussi sur le multi-unit, vous êtes entre 10 et 15 newtons, voilà, c'était juste un petit rappel dans l'utilisation de nos composants. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, bon, que ce soit de la vis, de couverture, pied de cicatrisation, faire les provisoires ou de la prothèse amovible pleurale ou de l'unitaire, voilà, vous avez tout un large panel de choix de solutions prothétiques et peut-être que ça aussi on pourra le voir lors des formations et comment effectivement on choisit ces composants.
Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que on continue à innover, à développer de nouveaux produits aussi pour simplifier la démarche de collaboration avec vos laboratoires. Et ça, c'est un produit qui est arrivé quand même récemment, il y a quelques mois, pour vous permettre effectivement de pouvoir rattraper les axes, mais donc sur des implants. Donc là, c'est un pilier ASC, mais c'est un petit base ASC, puisque avant quand on voulait faire du rattrapage d'axes sur les implants, on était obligé de passer par des usineurs extérieurs. Ça demande des fois des délais un petit peu plus longs, parfois aussi un surcoût. Là, voilà, on va vous proposer une solution qui est quand même fortement plus abordable et qui va être maîtrisée par son laboratoire de proximité quand il a la possibilité de faire de l'usinage. Donc, toujours pareil, Southern a choisi pour cela avoir un tournevis Torx et pas un hexalobulaire, tout simplement parce que le tournevis Torx permet effectivement d'appliquer des couples de serrage sans abîmer la vis jusqu'à 70 newtons. Bon, comme je vous l'ai montré auparavant, c'était l'intérêt aussi. On serre à 35 newtons, mais c'est que à partir de 35 newtons, un hexagone, une vis hexagonale, si on va un petit peu trop loin, peut se déformer. Et donc, forcément, ça peut altérer la qualité de la restauration dans le temps. Alors voilà, c'est toujours des points de détail qui vont faire que on va essayer de vous fournir un matériel qui soit durable dans le temps. Donc dans la continuité de ce développement, Southern, à l'écoute de ses praticiens aussi, avait entendu que bon, il y a beaucoup d'utilisation aujourd'hui de T-Base, que ce soit pour souvent les restaurations unitaires, mais parfois pour des petits bridges, et que les T-bases étaient trop courts ou les profils d'émergence pas adaptés. Donc, Southern a développé une gamme qui s'appelle des SI-bases, qui va vous proposer deux profils en fait d'émergence en fonction, ben, ça vous le verrez avec nos experts, en fonction de l'enfouissement, de l'implant, de la dent que vous allez restaurer, mais aussi en fonction de la hauteur coronaire. Votre laboratoire aura toute liberté de pouvoir vous sélectionner le composant qui sera adapté et forcément qui va vous éviter ce qu'on peut rencontrer avec les T-Bases, les décollements. Voilà. Un composant, je pense que peut-être Victor en parlera, je ne sais pas s'il a prévu ce soir de parler du passive abutment, ou sinon, si c'est pas ce soir, il en parlera certainement pendant la formation, qui est un composant qui est intéressant, notamment voilà dans le secteur antérieur, voilà quand on a des biotypes fins, d'avoir un composant qui soit un petit peu plus petit, un petit peu plus étroit et qui permette de travailler des profils d'émergence différemment qu'avec des T-bases ou des SI-bases. Et donc voilà, c'est toujours pareil, c'est l'apport d'une solution complémentaire pour être dans le détail et dans la finesse des solutions qu'on peut vous apporter. Ce dont je viens vous parler, bien sûr, vous allez le retrouver sur les plus grandes bibliothèques de modélisation qui sont DentalWigs, Exocad et TreeShape, donc ce qui est utilisé par les laboratoires. Là, c'est juste un petit point de détail. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite par la fille donc du fondateur. Oui, parce que c'est une entreprise familiale et donc il y a le fils qui est au département du développement ingénierie, la fille qui est au développement des états de surface, que ce soit pour les implants et pour les composants aussi, et donc qui a fait une continuité dans le développement des composants prothétiques, dans la compréhension de ce qu'on doit, de ce qu'on sait aujourd'hui sur les composants prothétiques et leur niveau de rugosité. Donc là, on va mesurer pas le SA. Donc le SA, c'est plutôt pour les surfaces implantaires. On va mesurer plutôt le RA, donc la rugosité sur les composants prothétiques. Voilà, pour s'assurer effectivement d'avoir une bonne adhésion de l'épithélome jonctionnel et du tissu conjonctif. Et que effectivement, on se rend compte que si on veut avoir une bonne adhésion, il faut être dans ces variables-là. Donc c'est 0,20 microns. Voilà. Et ça, je vais y venir à la fin. Donc parce que vous avez du machiner et de l'usiner. Donc c'est deux processus de fabrication qui sont différents, mais c'est dans la compréhension justement pour s'assurer d'avoir une attache maximum des fibroblastes sur les piliers. Et donc, il faut savoir que les composantes de Southern ne sont pas anodisées, ils sont nitrurés. Donc, nitrurés, en fait, c'est comme des couches de peinture successives pour avoir en fait une résistance mécanique beaucoup plus importante comparativement à l'anodisation, en fait, qui est un courant électrique qui va faire une modification de couleur du pilier. Donc, c'est très intéressant sur le plan esthétique, mais c'est pas trop durable dans le temps.
Donc voilà, c'est un procédé de réhabilitation chimique qui est un petit peu différent, qui demande un petit peu plus de temps, mais qui assure effectivement aux composants de mieux se comporter dans le temps. Et comme on le voit, en fait, nous, l'objectif, c'est d'avoir effectivement ce RA qui soit, comme on l'a vu, par rapport aux différentes études qui sont faites in vitro, d'avoir un RA qui soit à environ à 0,2. C'est très intéressant justement pour l'adhésion des fibroblastes, mais aussi, comme vous le voyez là, je suis en train de vous présenter un pilier multi-unité angulé. Et comme ceux qui ont pu faire de la restauration sur de la prothèse plurale, ben forcément, quand on notamment on fait de ce qu'on appelle une technique all-on-4, on est obligé d'anguler des implants, d'avoir des piliers angulés, et ces piliers angulés, ben, ils viennent au contact de l'os. Ben donc, en fait, il faut avoir une surface qui soit plus rugueuse en bas et moins rugueuse en haut. Donc, c'est-à-dire qu'on ait effectivement une attache des ostéoblastes et en haut des fibroblastes. Et donc, ça, ben, Southern usine effectivement maintenant ces piliers en deux parties pour effectivement pouvoir avoir ces réponses tissulaires, que ce soit au niveau des tissus durs et des tissus mous. Voilà, c'est juste un petit point de détail pour vous expliquer qu'on continue dans la recherche et de l'amélioration de la qualité de nos produits continuellement. Au niveau des services, si des fois vous êtes perdu sur le choix des composants prothétiques, on a un outil en ligne, voilà, qui vous permet de pouvoir vous y retrouver en fonction de l'implant que vous devez restaurer. Est-ce que vous devez le restaurer en connexion directe ou sur pilier multi-unit? Et ensuite, voilà, vous avez qu'à cliquer sur est-ce que vous voulez faire, voilà, vous voulez un composant prothétique, vous voulez voilà, faire du numérique, faire du standard et voilà, de l'unitaire, du plural, et en fonction de votre choix, ça va vous donner effectivement le composant prothétique le mieux adapté en fonction de ce que vous avez sélectionné. Comme vous le voyez, voilà, c'est assez simple en quelques clics. Et après, vous pouvez appuyer sur le bouton qui va directement vous diriger sur notre site de commande en ligne. Donc voilà, différentes étapes qui sont assez simples, comme vous le voyez, vous venez de le voir dans la petite vidéo. Si bien sûr, bah, vous avez un doute, on a un service client qui est ouvert 5 jours sur 7, de 9 heures à 17 heures, qui pourra répondre à toutes vos questions. Ça, vous avez aussi un bon nombre de webinars sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez voir comme voilà le webinar sur la prothèse de ce soir qui sera bien sûr en replay. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas perçues parce que c'est allé peut-être un petit peu vite ce soir, bon, mais vous aurez tout le loisir de le regarder sur votre transat cet été. C'est sympa. Et donc pour initier effectivement la formation de la SI Academy, comme je vous le disais, donc qui est un organisme de formation, une association de formation sur différentes thématiques. Donc ça, vous pourrez voir effectivement si vous voulez vous former donc sur la prothèse ou sur la chirurgie, sur des axes et des thématiques spécifiques. Voilà, on a des dates tout au long de l'année. Et donc ce soir, donc on va parler de cette en préambule de cette formation qui aura lieu le 24 octobre. Donc ça, donc vous allez avoir les prémices de ce que vous allez pouvoir observer tout au long de cette journée du 24 octobre avec les docteurs Priol, docteur Pomperski ce soir. Donc voilà le programme assez détaillé d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site de la Surgical Academy sur voilà tout ce que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette journée sur voilà sur la partie théorique mais aussi sur la partie pratique. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez voilà, il y a que 12 places, on ne peut pas accueillir plus de monde et c'est un choix pour effectivement avoir des sessions de formation qui soient interactives avec nos conférenciers et qu'on puisse avoir le temps de passer un bon moment et de repartir avec un maximum d'informations. Donc, je vous laisse encore quelques secondes, voilà, si vous voulez, pour faciliter votre inscription à la formation du 24 octobre. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le trouver sur le site de la Surgical Academy. Merci pour votre écoute. Je vais arrêter de partager et je vais laisser donc le marin, docteur Marin Pomperski, démarrer cette session de ce soir. Marin, c'est à toi. Je pense que j'ai tout dit beaucoup de choses et maintenant, voilà, place Ça marche. Tu m'entends? très Le bien, son est on. Ok, super. parfait.
Eh ben, merci beaucoup de nous donner l'opportunité d'échanger sur les sujets de prothèse qui nous tiennent à cœur à Victor et à moi. Même si on est à l'autre bout de la France, l'un l'autre, on prend plaisir à partager sur ces sujets. Je vais essayer de vous partager ma présentation qui est là. Hmm. Ouais, tu vois, on Vous n'est voyez? pas, tu vois, on n'est pas rancunier. On fait des Paris-Marseille, nous, ça ne pose pas de Bon. problème, hein, tu vois. Et donc ce soir, on va discuter effectivement prothèse implantaire. Alors on a un temps qui est réduit, mais on aura tout loisir effectivement au mois d'octobre de prendre la journée entière pour échanger sur ces sujets. Et on va parler optimisation et innovation. C'est le sujet de notre journée et de cette soirée également. Pour moi, la grande innovation en prothèse sur implant, ça a été le switch vers la zircone. Je suis une génération Y, moi. J'ai connu un peu les deux. J'ai connu le métal et la prothèse céramo-métallique. Et j'ai connu la transition, le glissement vers le tout céramique et vers la zircone. Et en tout cas, c'est vraiment des grands changements, des changements de conception, des changements de logique, des changements de réflexion, tant au laboratoire, où on avait besoin de masquer le gris du métal que en clinique où on réfléchit les choses différemment aujourd'hui et on a des matériaux qui évoluent avec des avantages, des inconvénients. Donc ça, c'est vraiment la grosse innovation, je trouve, des dernières années en prothèse sur implant. Et, euh, et c'est sublimé par l'optimisation de nos flux, du flux numérique et le passage de l'empreinte physique à l'empreinte numérique, c'est vraiment une grande révolution dans mon cabinet aujourd'hui. Et c'est une grande révolution pour toute la dentisterie, toute la prothèse, évidemment, parce qu'il s'agit de prendre des empreintes. Mais en implantologie, c'est aujourd'hui vraiment devenu, ça prend en tout cas tout son sens. C'est devenu incontournable pour moi. Et je ne prends plus d'empreintes physiques pour des restaurations de prothèses sur implant. Je prends tout en numérique parce que c'est mieux, ça va plus vite, c'est plus précis et on va pouvoir rester dans un flux numérique qui va être combiné eh bien, avec le flux numérique du laboratoire. Et en restant dans la chaîne numérique, on va pouvoir avoir des restaurations qui sont optimisées. Donc, on va partager, et Victor vous en parlera aussi. Il a eu un peu le même cheminement que moi, et aujourd'hui, on est d'accord sur ces innovations et sur ce flux numérique. Et je vais vous partager, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce switch, en tout cas, mon expérience de la zircone parce que c'est un matériau qui, effectivement, esthétiquement est séduisant. C'est un matériau qui, biologiquement, va remplir pas mal de cases, mais il faut savoir le manipuler, savoir l'adapter, dessiner un profil d'émergence et choisir les bons matériaux. Et enfin, si on a le temps, on parlera un petit peu de mécanique, parce que c'est vrai que c'est un matériau qui se comporte différemment des métaux qu'on pouvait utiliser par le passé, on les utilise encore un peu parfois, dans certains cas, mais assez rarement. Et je vous propose de commencer donc, par parler d'esthétique. C'est un peu mon sujet de prédilection. J'aime bien quand on rentre dans ce domaine. Et ça tombe sous le sens. Évidemment, là, vous avez un bridge céramo-métallique sur la gauche, un bridge en zircone sur la droite. Et évidemment, la lumière passe au travers de la zircone et elle va avoir un petit peu la- le, le même comportement optique que quand elle passe à travers une dent. Pas exactement le même, mais on s'en rapproche grandement. Et au laboratoire, ça va tout changer, ça va être beaucoup plus facile, en tout cas dans la portion déjà coronaire de la dent, eh bien, de mimer une dent naturelle. Et quand on a des édentements dans le secteur antérieur, bah, c'est super facile. C'est un peu dur parce que ça enlève le talent d'artiste qu'ont nos céramistes. Mais en tout cas, on n'a plus ce stress de devoir masquer, de devoir se battre contre une chape métallique. Et on va pouvoir très facilement aller matcher la couleur, aller matcher également la luminosité des dents naturelles. Et ça se fait naturellement avec la zircone puisque la lumière passe au travers. Alors, vous me direz, ouais, mais ces rameaux métalliques, j'y arrivais quand même sur un plan à faire des jolies dents. Et c'est vrai qu'on a des prothésistes de talent qui arrivaient à vraiment combiner les choses.
Là où je trouve que la zircone va prendre vraiment tout son sens et va nous permettre d'amplifier l'esthétique de nos restaurations, c'est quand on a des substrats multiples, quand on a une façade et un implant juste à côté. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un substrat dentaire que vous allez devoir masquer et vous allez avoir 0,8 mm ou 1 mm d'épaisseur pour coller votre céramique. Et puis à côté, vous allez avoir une masse qui va être énorme à compenser. Et en fait, avec la zircone, ça va être magique parce qu'il suffit de faire une chape en zircone de la même couleur que le substrat dentaire. Et ensuite, le prothésiste va pouvoir défiler, dérouler les choses. Donc ces situations antérieures comme cette jeune patiente qui a subi un gros trauma et qui perd son incisive centrale maxillaire gauche, qui a été remplacée par un implant que le docteur Philippe Kayat a mis en place. On a un traitement endodontique qui a dû être réalisé également à cause du trauma sur l'autre incisive centrale. On va avoir des petites restaurations adhésives collées sur les dents d'à côté. On va avoir des substrats qui vont être complètement différents d'une dent à l'autre. Et pour autant, grâce aux matériaux, grâce à la zircone, à l'utilisation de la zircone, ben, on va être à l'aise. On va être à l'aise pour avoir une incisive centrale qui est une facette de faible épaisseur et une couronne sur un plan juste à côté. Et ça va être presque facile de matcher les choses. Ça n'enlève en rien le talent du céramiste. Ici, vous voyez que bah, le docteur Kayat a eu recours à un pilier. Alors, on a pu mettre un pilier droit, du coup, une petite base droite, mais c'est l'implant lui-même qui est angulé. Et là, il utilisait un implant coaxis qui va suivre du coup la table osseuse vestibulaire qui est toujours un petit peu inclinée dans le secteur antérieur. Et en même temps, on va rattraper de 12 degrés le puits de vissage qui va être idéalement positionné ici. Et donc, on va avoir des restaurations d'épaisseur différentes, mais grâce à un matériau qui est la zircone, eh ben, on va pouvoir assembler les choses facilement et avoir un résultat qui va être homogène, quelle que soit la dent. Et avoir effectivement une incisive centrale comme ça, juste à côté d'une façade qui soit l'une sur un plan avec une grosse épaisseur et l'autre une façade, c'est des choses qui, par le passé, quand on avait du métal, étaient vraiment très compliquées. Donc ça, c'est une grande révolution, en tout cas pour moi, dans le cadre de la prothèse implantaire. La deuxième partie où esthétiquement il va y avoir un gain avec l'utilisation de ces nouveaux matériaux et l'utilisation, le recours à la zircone, c'est la partie transmuqueuse. La deuxième partie de notre restauration, on connaît tous, on a tous dans notre patientèle eu ben, ces parodontes un peu fins, cet implant qui est un peu vestibulaire ou en tout cas qui est pas mal au début et puis ben, avec le temps, avec les années, ça s'affine, la gencive a tendance à remonter un petit peu et on voit affleurer un liseré. Ici, c'est un implant qui a été posé il y a vraiment de nombreuses années. La patiente brosse bien, hein, l'indice de plaque est vraiment excellent, mais elle se plaint au niveau du sourire d'un petit liseré gris qui apparaît et qui commence à devenir disgracieux. Alors, les petits composites, après, à côté, on peut les reprendre facilement, mais c'est un peu plus compliqué au niveau de cette couronne. Et pourquoi on a ce liseré gris? Ben, tout simplement parce qu'on a du métal en dessous. Quand on dépose la couronne, on se rend compte que, alors ici, c'est un implant qui a été posé à l'époque où on n'avait pas les coaxis. Et on a dû suivre l'axe vestibulaire, enfin l'axe osseux, et on a dû mettre un pilier angulé qui corrige vraiment beaucoup l'axe implantaire. Et à l'époque, eh ben, classiquement, un pilier en titane qui était usiné, sur lequel on vient sceller une couronne céramo-métallique. Et on va devoir se battre contre le métal. Franchement, on s'est bien battu, hein. On a une couronne qui est plutôt jolie, mais dans la portion transgingivale, eh ben là, on est battu à cause du métal. On a décidé de switcher du coup et de faire une nouvelle couronne, mais cette fois-ci avec des matériaux différents, avec de la zircone au niveau du pilier, parce que l'axe était vraiment très important, l'angulation était vraiment très importante. Et vous voyez tout de suite dans la zone transgingivale, je vous remets la slide précédente, vous voyez tout de suite le changement. La muqueuse n'est plus la même. Alors, elle reste toujours saine, mais on n'a plus cet effet grisé en transparence grâce à la zircone qui vient apporter de la lumière, même sous les tissus mous.
Et par-dessus, bah, il nous suffit de sceller à nouveau une couronne qui, de la même manière, va être céramo-céramique. Ici, c'est de la zircone qui a été microstratifiée et qui va venir être scellée sur l'ensemble. Et quand on assemble le tout, bah, le comportement optique est vraiment tout autre. Et c'est agréable pour la patiente de retrouver quelque chose sans ce liseré gris. Je vous ai mis la construction sur la gauche. Ici, donc, on a un petit analogue en titane. Ensuite, on voit l'émergence. Donc, c'est une T-base sur laquelle on a collé un pilier qui est transvissé. Et cette T-base, bah, c'est une T-base qui nous vient de chez Sauser et qui est très sympa parce que, alors, elle n'est pas anodisée, nous disait Emmanuel, elle est nitrurée, mais elle est dorée surtout. Et pareil, la lumière, quand elle va tomber sur du doré sous la gencive, eh ben, on va pas renvoyer cet effet de grisé. Et c'est pour ça qu'on a des T-bases qui sont dorées, en tout cas qu'on demande des T-bases dorées à nos fabricants. C'est pas que pour le côté bling bling, c'est surtout pour le jeu de la lumière au travers des tissus. Il y a aussi un rôle biologique, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand on a une petite base qui est grise, qui est en métal, il nous faut à peu près 1 mm de zircone pour la masquer. Avec l'anodisation, c'est-à-dire ce changement quand on fait passer un courant électrique à travers le métal, ce changement de couleur, il y en a qui ont essayé de faire des petits bases roses. C'est intéressant, bah, notamment pour la portion transgingivale. Alors c'est intéressant, ça marche pas mal pour camoufler un petit peu ce côté grisé justement qu'on a en dessous. Ça marche moins bien que le doré, mais ça marche pas mal le rose quand même. En revanche, au niveau de la partie cervicale, là où on a de la zircone qui vient par-dessus, mais il nous faut toujours 1 mm pour masquer le rose. Et quand on a recours à une T-base qui, elle, va être dorée, et ben là, il nous faut la moitié moins d'épaisseur de zircone. Donc c'est vraiment très intéressant esthétiquement d'avoir recours à cette T-base dorée, en tout cas dans la portion cervicale, là où justement la zircone va s'affiner, ben, c'est intéressant d'avoir la T-base dorée. Donc ici, c'était une SI base qui avait été utilisée, plus l'infrastructure qui va être collée sur la SI base, et ensuite une couronne en zircone qui a été scellée par-dessus parce que là, on avait un axe qui était trop oblique. Donc au niveau esthétique, la zircone, je vous le disais, c'est un grand switch pour nous et ça devient quasi systématique son utilisation, bah, tout simplement parce que le résultat optimal au niveau esthétique va être obtenu beaucoup plus facilement par nos céramistes. On va avoir une haute luminosité de matériaux et on va avoir nativement aujourd'hui des zircones qui deviennent un peu translucides et en tout cas, c'est facile de mimer le comportement optique de la dent naturelle. Le comportement optique d'une chape en zircone, il va être aussi également beaucoup plus proche de celui d'un substrat. Et on l'a vu quand on a une facette et une couronne sur un plan, bah, c'est beaucoup plus facile quand on travaille avec de la zircone. Donc pour moi, l'esthétique avec la zircone va être vraiment grandement optimisée. Je vous propose de passer un petit peu à l'aspect biologique. On l'a affleuré un peu dans la zone transgingivale, bah, tout simplement parce que on est dans une zone où on joue avec l'espace biologique et avec l'attache de cellules sur un élément prothétique. Et on est dans une zone qui est sensible. Cette région du profil d'émergence, elle a été bien décrite les dernières années dans la littérature. On a eu pas mal de travaux dessus. Et aujourd'hui, le profil d'émergence, on est à peu près tous d'accord pour le décomposer en plusieurs parties. Et en tout cas, si on prend les travaux de Gomez-Meda et d'Esquivel, ils le décomposent en trois parties, en trois portions. On a la portion la plus proche de l'os, vraiment tout au fond de cet espace biologique. C'est la zone qu'ils appellent la zone crestale. Et dans cette zone, ce qu'on veut, c'est être le plus cintré possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des embases en titane qui sont bah, le plus étroites possible dans la région cervicale pour n'exercer aucune force sur les tissus mous. Et en même temps, on veut une zone avec un matériau qui soit extrêmement bien poli, de sorte à ce que les fibroblastes du tissu conjonctif viennent s'attacher dessus. Ensuite, on a la zone qui s'appelle jonctionnelle, une zone qui va justement permettre l'émergence de la dent, de la forme de la couronne. Et dans cette zone, on va également avoir de la tâche conjonctive et épithéliale.
Et ensuite, on a la portion esthétique, c'est celle qui donne le versant de la dent et l'émergence esthétique. En réalité, c'est le retour du sulcus. Donc, on va quand même être au contact des cellules épithéliales, mais sur une portion qui va être vraiment moindre. Donc, ce profil, il a été vraiment bien décrit dans la littérature. On sait qu'on a des cellules qui doivent venir s'attacher dans ces portions. Et c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important de vérifier quels matériaux on va insérer dans cette zone, dans cet espace biologique. Et pour ça, eh ben, on va avoir besoin de matériaux qui sont biocompatibles. Biocompatibles, ça veut dire qui permettent d'induire une réponse positive des tissus environnants. Donc ça ne va pas être bioactif spécialement, ce n'est pas un médicament qui va changer le comportement des tissus, mais simplement biocompatible, de sorte à ce que les tissus puissent venir s'attacher dessus. Les matériaux dont on dispose aujourd'hui, du plus biocompatible au moins biocompatible, le plus biocompatible qu'on ait, c'est justement la zircone. C'est la zircone, mais la zircone sous son état extrêmement poli. Donc une zircone qui soit très 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 brillante. La zircone extrêmement polie, ultra polie, elle est plus biocompatible, elle va plus favoriser l'attache des fibroblastes et l'attache des cellules épithéliales que du titane qui lui-même va fixer beaucoup mieux les cellules que le disilicate, par exemple, ou que la céramique feldspathite, bah, tout simplement parce que dans la céramique, on va avoir des petites porosités. Et dans ces petites porosités, bah, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir tout un tas de choses, en tout cas des imperfections de surface, qui empêchent les cellules de bien interagir et de bien se fixer dessus. Ce qui est intéressant avec la zircone, ça c'est Linkevicius qui nous le montre. Et ce qui est intéressant, c'est les deux premières lignes. Alors vous retrouvez le RA, Emmanuel, on a parlé tout à l'heure du RA. Le RA, c'est la rugosité de surface, un chiffre très élevé. Un nombre très élevé, ça va être une rugosité importante, un état de surface très abîmé, et un RA très faible, ça va être quelque chose qui est extrêmement lisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une zircone, vous voyez, qui sort du centre du vinage, c'est la deuxième ligne, on a un RA qui est énorme. En fait, une zircone qui est brute, elle est rugueuse. Elle va fixer le tartre, elle va fixer la plaque dentaire, elle va être rugueuse, elle va pas permettre en tout cas l'adhésion des fibroblastes. Mais c'est extrêmement facile de transformer une zircone rugueuse en une zircone qui va être dite ultra polie et d'avoir un état de surface extrêmement lisse, extrêmement brillant. Et ça, vous pouvez en faire l'expérience au cabinet. Donc prenez une petite melette, n'importe quelle melette, une séquence de melettes à céramique, et vous allez voir qu'en en une séquence de deux melettes, trois melettes, vous allez avoir quelque chose qui est extrêmement brillant. Je vous donnerai les miennes, celles que j'utilise en tout cas au quotidien, juste après. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que dans la zone où justement on va avoir notre T-base, donc avec du titane et de la zircone qu'on va enfouir dans cet espace biologique, on va vouloir favoriser la tâche des cellules. Et pour ça, en fait, ça a une conséquence clinique. Ça veut dire que dans cette portion transgingivale, je ne veux uniquement que de la zircone. Je ne veux pas de céramique qui va être de la céramique feldspathique avec de la glasure qui va comporter plein de porosité et qui va limiter la tâche de mes cellules. Et ça, j'hésite pas à le reprendre au fauteuil. Parfois, on a un petit peu de glasure qui a coulé sur le bord de la zircone. C'est pas grave, mais au fauteuil, je vais pouvoir modifier l'état de surface de la couronne en zircone. C'est important, pourquoi? Parce que sinon, vous allez, dans l'espace biologique, avoir des complications. Ici, c'est un bridge, ou trois couronnes solidarisées, si vous voulez, qui a été réalisé en zircone. Alors, cool, la zircone, c'est un bon matériau. En plus, le prothésiste n'a pas mis de glasure sur les portions transgingivales. Il a respecté l'indication du chirurgien dentiste, qui lui a demandé de ne pas mettre de glasure, mais ça n'a pas été poli du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a énormément de plaques et de tartres qui viennent se nicher autour. C'est Philippe Cayette qui m'a prêté cette slide parce qu'il a été confronté à des périimplantites massives autour de ces implants. Et l'étiologie de ces périimplantites, eh ben, c'est un mauvais polissage de la zircone dans la zone transgingivale. Et vous voyez les dégâts auxquels ça peut mener.
Alors là, on pourrait en reparler toute la nuit si Philippe Cayette était présent, et notamment du traitement également de ces périimplantites qui sont un réel problème aujourd'hui. En tout cas, il faut veiller à ne pas initier une périimplantite à cause d'un élément prothétique iatrogène. Donc, ayez un bon contrôle visuel de vos embases en titane. On veut quelque chose qui a un profil qui soit doux. On veut un état de surface qui soit parfaitement lisse et brillant. Et on veut pas de glasure dans l'espace transgingival. Je vous montre ici comment je reprends parfois. Là, vous voyez, je suis avec mes gants au fauteuil avec une petite molette. Je fais simplement le tour. Et on voit la différence entre le blanc de la zircone et avec deux melettes, vraiment, vous allez avoir un état de surface qui va être parfaitement brillant, qui va être parfaitement biocompatible. Voilà les références que j'utilise. La première, c'est une petite melette caoutchouc de chez Comet. Et la deuxième, c'est une autre marque. Je crois que chez Comet, ils font ça aussi. Vous avez des très bons rotatifs chez Mazinger. Donc, j'ai pas de lien, ni de conflit d'intérêt avec l'une ou l'autre de ces marques. Mais ça, c'est ce que j'utilise au quotidien au fauteuil pour obtenir un bon état de surface. Et une fois que j'ai passé mon deuxième polissoir, du coup, le gris, je vais repasser une petite brossette avec des poils pour éliminer toutes les petites choses qui pourraient contaminer la surface. Donc, quand vous recevez votre prothèse au cabinet, avant de l'installer, vérifiez ce qui se passe autour, vérifiez ce qui se passe en dessous également. Parfois, on a l'impression que les choses sont plutôt bien, que la prothèse est jolie en surface, mais en réalité, on se rend compte qu'il reste de la colle, que la zircone n'a pas été bien polie. J'aime bien prendre des photos des pièces parce que c'est très facile de zoomer sur une photo et d'aller voir ces choses-là qui, à l'œil nu, sont pas toujours évidentes. Et là, il faut absolument repasser juste un petit coup de polissoir et ça peut se faire au fauteuil très facilement. Donc ça, c'est des complications biologiques qui peuvent survenir à cause d'un mauvais contrôle de cette zone transgingivale. Contrôler également si vous avez un modèle, contrôlez l'insertion et vérifiez que votre T-base, elle est bien à fond avec l'implant ou avec l'analogue. Prenez des radios également. On a des situations où on a l'impression que tout est à fond, on a vissé, on a eu l'impression que le pas de vis était engagé. Et en réalité, ici, vous voyez que sur l'implant le plus distal, eh ben, on n'est pas à fond du tout. La prothèse a été réalisée en l'état, avec certainement un défaut au moment de l'empreinte. Mais en tout cas, il faut valider ces choses-là, prendre des radios et vérifier que tout est en place. On a dû refaire ici les restaurations. Donc le contrôle qualité, il se fait à l'interface entre la T-base et l'implant. Il va se faire également à l'interface entre la T-base et la zircone, un peu plus haut. Et puis contrôler la qualité du polissage de cette zone pour favoriser l'attache des fibroblastes, pour favoriser l'attache des cellules épithéliales sur votre élément prothétique. Après, tout ce qui est au-delà, on s'en fiche, c'est fait pour être joli, en tout cas. Donc voilà les choses importantes pour l'aspect biologique. Je terminerai avec un petit mot. On s'étendra bien plus là-dessus au mois d'octobre avec Victor sur la mécanique, parce que c'est vrai que c'est un comportement mécanique différent, la zircone. Ça a des propriétés mécaniques qui sont très intéressantes parce que c'est très 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 costaud. C'est aussi dur que le marbre de la cheminée. Euh, mais c'est aussi fragile. C'est fragile quand il y a des petites fêlures dedans, ça peut casser. Donc, quand on parle de grand bridge, choses comme ça, il y a des précautions en tout cas à prendre et on pourra en reparler. En tout cas, les zircones, elles ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a des zircones qu'on utilise avec des gradients de dureté, avec des gradients esthétiques également, mais des gradients mécaniques à l'intérieur même de la zircone, ce qui nous permet de combiner esthétique et fonction avec des tableaux occlusales qui fonctionnent extrêmement bien, qui ne cheatent pas, mais qui ne sont pas trop durs pour l'antagoniste non plus. Et une des complications mécaniques qu'on peut rencontrer, que je rencontre un petit peu et que je rencontre de plus en plus dans mon activité. Pas spécialement de mes patients, mais de patients qui ont été traités par d'autres laboratoires. C'est le décollement de T-base. C'est des choses qui arrivent et qui vont arriver de plus en plus parce que forcément, on a posé beaucoup de T-base avec des pièces en zircone dessus. Et bah, avec le temps, elle commence à se décoller parce que une couronne en zircone collée sur une T-base qui elle-même est transvissée, elle va se comporter comme une couronne qui est scellée en réalité.
Et ces décollements de T-base, en fait, vous voyez le patient arriver avec la couronne dans la main ou la couronne qui bouge, et le pilier de la T-base qui est toujours en place en bouche. C'est parfois difficile de retirer cette petite T-base, tout simplement parce que la gencive est venue très rapidement recouvrir le plateau de la T-base, et vous avez un effet de succion, donc il ne faut pas hésiter à anesthésier le patient pour pouvoir retirer la T-base. Vous avez des petites pièces qui sont des démons de piliers. Vous vissez ça dans la T-base à la place de la vis de la T-base. Et du coup, votre T-base, elle va sortir par effet de levier. Ces instruments, c'est intéressant d'en avoir un dans les tiroirs quand même. Ces petits démons de piliers, ils vous simplifient vraiment grandement la vie. Et vous voyez là, tout le plateau, en réalité, de la T-base, il était sous gencive. Donc pour sortir tout ça, ça peut faire mal. Et c'est important d'anesthésier parce que votre patient sinon, va vous faire la tête. Et la complication mécanique ici, elle est évidente. On a une couronne qui remplace, ça devait être une prémolaire ici, euh, une hauteur qui est énorme avec une petite base qui est minuscule. Mais évidemment, si peu de hauteur de colle, ça finit par se décoller et ça ne peut pas porter toute cette force. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui à notre disposition des T-bases qui sont beaucoup plus longues, des SI-bases dont on va pouvoir régler la hauteur au laboratoire. Les traits noirs, c'est des traits de coupe que le prothésiste peut sélectionner. Et donc, c'est des T-bases qui vont être beaucoup plus adaptés à des grande hauteur prothétique. Donc on a aujourd'hui les pièces à notre disposition pour fonctionner sans problème. Alors on peut recoller quand la hauteur nous semble OK, mais sinon il faut refaire et refaire avec une pièce adaptée, avec une base suffisamment longue, une SI base. Donc aujourd'hui les restaurations T-base, zircone, transvissé, ça fonctionne très bien. On commence à avoir de la littérature dessus. Tout le monde est complètement d'accord. Et vous pouvez mettre ça dans l'arsenal thérapeutique de vos patients de manière vraiment sécure. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Faites attention quand même à utiliser la bonne hauteur de T-base. Je vous recommanderais d'utiliser plutôt de la zircone full en occlusal, même si c'est toujours très joli de stratifier. On peut stratifier la partie visible uniquement et la partie occlusale pour éviter le chipping, faites-la en zircone pleine. Et ensuite, grâce à l'outil numérique, c'est tellement facile de contrôler les épaisseurs, de vérifier les cotes. Et échanger avec votre céramiste, avec le laboratoire, c'est toujours intéressant. Mais faites attention à la conception pour éviter tout ce qui est fracture. Ça, on pourra en discuter à Pertuis avec plaisir. Donc l'esthétique, pour moi, évidemment, avec la zircone, complètement optimisée. La biologie, on l'a vu, c'est bien codifié. Elle est optimisée aussi parce qu'on va avoir un matériau qui est biocompatible, qui est vraiment le plus biocompatible d'ailleurs des matériaux dont on dispose, plus que les métaux qu'on avait par le passé et plus que la céramique traditionnelle. Et la mécanique, allez-y, feu vert complet pour des restaurations unitaires, pour des petits bridges, des choses comme ça. Quand il s'agit de full arch, je serais un petit peu plus tempéré. En tout cas, il faut avoir un petit peu d'expérience et vérifier toutes les cotes, toutes les zones pour éviter les fractures. Je vais laisser la parole à Victor pour la suite de cette soirée. Et n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions qui vous viennent. Je vous redonne l'écran. T'as ton micro de coupé encore, je crois, Victor. Oui, en effet, merci Marin. Merci beaucoup. Merci Alors, Marin pour ta présentation. Pour l'instant, on n'a pas eu de questions. Je pense que c'était assez clair, assez fluide, quoi. Ouais. Il me semble. Donc maintenant, on va laisser la place à Victor. très bien, si vous n'avez pas de Je questions t'en prie. pour le moment. Alors, tout d'abord, un grand merci à Manu, à Emmanuel et à toute l'équipe de Southern Implant déjà pour le travail qu'ils accomplissent pour mettre en œuvre ces formations et permettre au plus grand nombre de s'améliorer et de performer dans de nombreux domaines liés aux produits qu'ils proposent. Un grand merci aussi également pour me permettre de le faire avec Marin, avec qui on partage la même philosophie, les mêmes convictions sur tous ces sujets-là et sur
ces fondamentaux du travail quotidien et le plaisir de faire du travail bien fait. Je débuterai cette présentation par les objectifs qui seront établis lors de notre journée de formation à Pertuis. Donc, premièrement, l'objectif pour tout le monde, c'est maîtriser la prise en charge des restaurations implantaires fixes, qu'elles soient unitaires et plurales. Intégrer le protocole numérique dans la pratique quotidienne, ça, c'est une obligation. Comme le disait Marin, et je le rejoins là-dessus, aujourd'hui au cabinet, la totalité des restaurations implantaires sont réalisées en numérique, à l'exception encore de certaines qu'on n'abordera pas puisqu'il s'agit de restauration complète sur les full arch. C'est un autre sujet dont on débattra pas ce soir. Et enfin, optimiser l'intégration esthétique des restaurations. Et je remercie Marin pour sa superbe introduction sur la prothèse dans les règles de l'art et tous les principes qui la régissent. Je, je tâcherai ce soir d'être, pour ma part, un peu plus synthétique et, au travers de situations cliniques, mettre en avant ces fameux principes et ces fameuses notions qui régissent la prothèse au quotidien et que nous verrons ensemble plus en détail en octobre. Bien que Marin et moi ayons un attrait commun pour l'esthétique et donc le secteur antérieur, je rappelle que nous traiterons l'ensemble du champ d'action de la prothèse, donc depuis l'unitaire en postérieur au plural au postérieur, jusqu'à la prothèse antérieure, qu'elle soit aussi simple ou multiple. Ici, un cas du quotidien qu'on peut tous retrouver, réalisé. De nombreux cas que vous verrez ce soir, voire quasiment la totalité, sont réalisés en collaboration avec mon associé, le docteur Jean-Pierre Gardella, que vous retrouverez aussi à l'occasion de d'autres formations et journées de formation. Donc, un cas clinique du quotidien, un implant unitaire dans le secteur postérieur. Aujourd'hui, le flux numérique, le flux digital nous permet de manière extrêmement efficiente, beaucoup plus confortable, que ce soit pour nous, praticiens, ou pour le patient, eh bien, de mettre en œuvre des restaurations prothétiques dans un environnement, je dirais, muqueux et biologique idéal, parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur antérieur est plus populaire, plus attrayant, mais le profil d'émergence et les notions biologiques qu'on retrouve en antérieur sont tout aussi importantes en postérieur, que ce soit sur le plan de l'émergence du matériau et de tous les principes que Marin a évoqués tout à l'heure. Donc ici, et d'ailleurs je me permets de voir là sur la photo, Marin, la propreté la propreté du T-base. Donc ça, c'est extrêmement important. Même, vous pouvez travailler avec les meilleurs laboratoires du monde. Il faudra toujours faire un check et vous serez toujours très surpris avec des photos macro de voir l'état des matériaux, l'état des T-bases, des résidus de colle, des résidus de graisse qui s'y retrouvent. Et c'est indispensable de passer au nettoyage, que ce soit ultrason, polissoir, toutes les pièces avant leur mise en place, que c'est bien beau d'avoir une zircone polymiroir telle que vous pouvez le voir ici. Si vous avez de la graisse et des résidus de colle dual à la jonction avec le T-base, c'est bien dommage. Tout ça pour rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça finalement, on pouvait obtenir le même type de résultat, la même intégration, qu'elle soit esthétique ou biologique, mais avec je dirais, déjà peut-être une technicité un peu plus élevée, beaucoup plus de temps et des procédures un peu plus fastidieuses. Mais on arrivait au même résultat. Aujourd'hui, l'ensemble est beaucoup plus simplifié et facilité et accessible. Secteur antérieur, même combat. Ici, un cas réalisé avec un transfert personnalisé conventionnel. Donc, on avait des facettes
qui étaient donc déjà en place ici là, sur l'incisive centrale. D'autres viendront ensuite sur les latérales. C'est un cas un peu particulier où la patiente a décidé de changer d'avis pendant le traitement sur le nombre de facettes à réaliser et sa prise en charge dans sa globalité. Donc on l'a suivi, les choses n'ont pas été tant perturbées. Et que ce soit en numérique ou en conventionnel, il y a cet impératif de transmettre au laboratoire un profil d'émergence qui a été modelé, qui a été travaillé pendant des semaines, voire des mois parfois. Et ça, nous verrons ensemble, que ce soit en conventionnel, comme vous venez de le voir, ou en numérique, comment le faire avec le plus, je dirais, de précision et toutes les petites techniques et les tips and tricks que vous pouvez mettre en place pour, euh, pour les effectuer. Donc ici, une restauration en zircone stratifiée. Et ça me permet de rebondir aussi sur l'intégration esthétique, qui est importante bien sûr dans le secteur antérieur, surtout lorsque, comme Marin l'a évoqué tout à l'heure, on a un mix de matériaux et la nécessité, bien sûr, pour des raisons esthétiques, de matcher l'ensemble. Donc, quand on fait appel à une facette sur une centrale qui sera donc, dans la majorité des cas, en IMAX, en disilicat de lithium ou en feldspathik, et on a ce challenge, et surtout le technicien a ce challenge de venir euh, matcher au mieux et de manière optimale la teinte en utilisant un matériau avec des propriétés optiques tout autres. Donc, à nous de transmettre le maximum d'informations et dans de bonnes conditions. Et ça, tout ça, on l'abordera ensemble lors de la formation en octobre pour pouvoir obtenir des résultats qui sont très satisfaisants sur le plan esthétique. Un autre cas clinique dont j'aimerais vous parler, qui ici, pour le coup, a été réalisé en flow digital complet. Ici, ce patient se présente avec 11 et 22 couronnés et les deux sont condamnés pour des raisons endodontiques. Vous pouvez voir ici, donc sur une 11, on a des abcès apicaux aigus à répétition. Sur cette 22, une coiffe qui s'est décellée et qui a laissé donc une racine fêlée, condamnée. On a planifié, donc ici le docteur Gardella, la mise en place immédiate de deux implants en position de 11 et 22. Donc, avant toute chose, avant de se lancer dans n'importe quel traitement, il est impératif de réaliser une analyse esthétique, l'établissement d'un projet directeur. Donc ici, sera fait en numérique. Il peut commencer avec le patient au fauteuil par une simple esquisse, puis être matérialisé à l'aide de logiciels de modélisation 2D, ici SmileCloud, d'un projet pour pouvoir premièrement communiquer avec le patient, mais aussi avec le laboratoire. Une fois le projet validé, le wax-up est réalisé et on peut passer à la phase de traitement suivante, à savoir la planification. Donc l'ensemble est matché, les fichiers de la planification, les fichiers du wax-up et issus de l'empreinte numérique. Une fois que l'ensemble est planifié, la chirurgie peut être réalisée. Donc ici, des extractions verticales à l'aide du Benex. Et à l'issue de la chirurgie, ça aussi, c'est je dirais, un changement de paradigme complet avec les traitements immédiats qu'on pouvait effectuer il y a des années. C'est qu'à la fin de votre chirurgie, vous mettez en place deux scans body, vous choisissez votre hauteur de T-base. Ici, donc, ce sont les T-bases récentes de chez Southern qui sont vraiment super. Et comme vous pouvez le voir sur les radios des provisoires en place, ils respectent parfaitement l'os crestal malgré l'enfouissement des implants qui était nécessaire. Donc, mise en place de vos scan body, choix de la hauteur de T-base, réalisation des provisoires ici dans du PMMA usiné. Donc, on discutera du choix des matériaux ensemble également pour tout type de restauration
en octobre, mise en place donc, du provisoire. Ici, nous sommes à 3 semaines de cicatrisation, puis à 4 mois, phase à partir de laquelle on va pouvoir attaquer les étapes suivantes de réalisation de la prothèse. Et on a besoin, toujours fidèle à notre fil conducteur, notre projet esthétique, eh bien, de commencer à venir modeler notre restauration implantoportée pour le moment provisoire, mais pouvoir préparer l'environnement muqueux et l'architecture pour la restauration définitive. Donc pour ce faire, on repasse sur des principes très conventionnels qui avaient déjà été, je dirais, introduits en 96 par Nitzan Bichacho, avec le cervical contouring concept, qui expliquait comment il venait modifier la dent en la mettant dans du silicone, puis en rajoutant avec de la résine paterne, en remettant en bouche, etc. Donc, on le fait de manière un peu plus facile aujourd'hui avec de l'ajout de flow, en modifiant cette fameuse zone transgingivale, très importante pour la position du collet. Et ce sont des principes, comme l'a évoqué Marin Pomperski tout à l'heure, qui ont été repris beaucoup plus récemment par des Espagnols notamment, en associant cette fameuse zone transgingivale et les différents éléments qui la composent avec des notions de biologie. Donc ici, vous voyez, on a modifié le contour sur 11, ce qui nous permet d'être raccord avec notre projet prothétique. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. Donc, préparation ici dentaire pour la dent qui recevra une facette et empreinte numérique, scan body pour les deux restaurations implantoportées. L'ensemble des fichiers sont matchés avec le projet, avec la situation et réalisation ici par le laboratoire marseillais Label Dent de chez Gilles Philippe de ces trois restaurations. Donc, je ne m'attarderai pas bien sûr sur la restauration pelliculaire ici en disilicate de lithium stratifié, mais les deux restaurations implantoportées sont en zircone full avec un cutback vestibulaire et une stratification d'une d'une céramique de chez Ivoclar, une fluorapatite qui est faite par Ivoclar pour venir être stratifiée sur des substrats à la fois de disilicate et des substrats de zircone pour, je dirais pas faciliter, mais permettre aux céramistes euh, d'avoir quelque chose de plus, je dirais, uniforme dans sa stratification, quel que soit le matériau sous-jacent. Installation des différentes restaurations et le résultat après intégration des restaurations à 4 semaines. Donc, s'il y avait quelque chose aujourd'hui sur ce cas à reprendre, si vous jetez un œil aux radios post-opératoires, les T-bases qui ont été employées, et comme l'ensemble des restaurations euh, étaient parfaites sur le plan esthétique et d'adaptation, je n'ai pas fait refaire les restaurations pour ça, mais un manque de communication dans le choix des T-bases et le laboratoire, vous voyez, qui n'a parfois même pas la même fibre sur certains aspects comme ben, j'allais dire, la relation entre la place du T-base dans l'environnement ostéomuqueux et les impacts biologiques que ça peut avoir. Donc, s'il y avait quelque chose, on va dire, à refaire, j'opterais pour le choix des T-bases, par exemple des SI-bases, qui ont un évasement bien plus étroit à la base, qui permettent d'établir vraiment au niveau implant supracrestal le maximum d'espace pour les tissus. Donc, un petit récapitulatif chronologique de la situation clinique qui est toujours régi par le projet prothétique qui est présent du début à la fin. Et ça, pour ça, c'est vrai que l'arrivée de l'empreinte numérique a facilité dans toutes les étapes de la réalisation du traitement prothétique implantaire, a grandement facilité les choses.
Une autre situation clinique ici, où cette patiente, là actuellement sur la photographie que vous voyez, est déjà sous provisoire au niveau de la 11. Un petit rappel chirurgical en bas à gauche, suite à un traumatisme. La 11 n'avait pas, euh, on va dire, tenu le choc. On avait dû, avec le docteur Gardella, donc extraire et implanter ici l'utilisation d'un inverta. Vous avez la situation de la cicatrisation quelques mois après la chirurgie en dessous et on peut attaquer les restaurations. Et vous voyez ici, dans ce cas particulier, il y a premièrement la réalisation dans un premier temps des restaurations feldspathiques ici, donc sur les 5 dents bordant la restauration implantaire. Et pour ce cas précis, dans un second temps, et on aura l'occasion de parler ensemble de la manière de gérer ces cas sur le plan esthétique pour le match de la teinte en fonction des différents matériaux. Toutes les techniques, je me répète un peu, mais qu'on peut transmettre au laboratoire et la manière d'aborder le cas dans sa chronologie pour maximiser les chances. Je n'avais pas de one-shot parce que le one-shot est très rare. Il arrive certes, mais il est très rare, mais du moins de faciliter le travail du céramiste, le nôtre, et de raccourcir un peu le délai de traitement. Donc ici, pour ce cas présent, donc, on a utilisé les nouveaux T-bases qui sont ici pourvus d'ASC, donc ASC pour Angulated Screw Channel, qui permet sur la partie palatine du T-base d'avoir une ouverture et avec de nouveaux tournevis, pouvoir transvisser dans un certain angle. Dans ce cas précis, on n'a pas fait appel à ce fameux T-base ASC pour des raisons euh, positionnelles. L'implant était très bien positionné, on va dire, en 3D, mais simplement pour optimiser la restauration du prothésiste qui ici a fait une stratification feldspathique et pour lui donner un petit peu de place en incisal pour pouvoir créer ce magnifique travail. On a rentré de quelques dixièmes de millimètre l'axe pour avoir plus de place pour le matériau de restauration. Donc vous voyez à nouveau ici l'impératif, l'obligation d'avoir cette zircone polymiroir et donc ici, le laboratoire, on va dire, le fait d'entrée de jeu, mais on pourra voir ensemble dans les cas où parfois le laboratoire euh, soit n'a pas un polissage, on va dire, suffisant, ou alors vous avez tout de même du maquillage qui persiste dans des zones transgingivales un peu trop hautes. Comment retoucher et comment polir à la manière que le ferait un prothésiste cette fameuse zone avant de mettre en place vos restaurations. Voici la situation aujourd'hui après quelques années. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, en octobre, avec le docteur Pompersky et l'équipe de Southern, on aura donc à cœur de parler de ce sujet en abordant donc toute la partie du profil d'émergence idéal, que ce soit donc en antérieur ou en postérieur, sur des cas unitaires ou pluraux, les empreintes en prothèse implantaire, les comparaisons bien sûr entre les techniques conventionnelles et les techniques actuelles avec tout ce qui peut être mis en place, les petites techniques pour maximiser, je dirais, la précision, les erreurs courantes à éviter, les écueils dans lesquels il ne faut pas, je dirais, s'aventurer. On aura également des travaux pratiques où sur différents sujets, on manipulera des prothèses, on manipulera des provisoires, on viendra faire du polissage, on viendra mettre en œuvre plein de principes qu'on abordera ensemble au sein de cette formation. On aura toute une partie avec Marin sur les matériaux, dans un format, je dirais, hyper intéressant et didactique, sous forme de battle, où en fonction de la restauration, qu'elle soit provisoire, qu'elle soit définitive, qu'elle soit dans le secteur antérieur ou postérieur, eh bien,
on mettra en opposition les différents matériaux, ceux à utiliser et ceux à plutôt éviter de nos jours. Les différents types de restauration, bien sûr, on ne pourra pas s'empêcher de parler d'esthétique, de parler du secteur intérieur, évidemment. Et puis nous terminerons sur la gestion de tout type de complications que Marin a commencé à introduire tout à l'heure, qui sont tout aussi importantes que le reste. Victor, merci beaucoup pour ta présentation ainsi que Marin pour la qualité effectivement de votre travail qui nous laisse voilà espérer qu'on risque de passer une très très bonne journée le 24 octobre. Donc j'espère que voilà l'ensemble des participants ce soir ont pu prendre voilà peut-être connaissance du travail que vous allez pouvoir leur communiquer lors de cette journée et qu'on aura voilà le plaisir de les accueillir à Pertuis le 24 octobre. Avant de clôturer ce webinaire, on a quelques petites questions. Vous allez pouvoir y répondre rapidement tous les deux. Quelle est votre préférence entre pilier personnalisé homothétique et le SI-Base? Euh, je veux bien répondre, Oui, vas-y, Marin. mais Euh, si tu pourras prendre la suite. Le pilier personnalisé purement anatomique, c'est l'idéal, c'est le top. C'est vraiment parfait parce que on va pouvoir designer la hauteur du pilier, la hauteur du titane, tant sur le versant vestibulaire, tant proximal. On va pouvoir vraiment avoir un profil d'émergence qui va être parfait. Ça coûte très cher de faire un pilier en titane personnalisé. Euh, En plus nitruré, c'est pas facile d'avoir tous les éléments. Et la SI base, elle remplit quand même pas mal de critères. C'est-à-dire qu'on va avoir un profil qui va être centré à la base, et ça c'est intéressant, donc un profil qui va respecter cette partie cervicale qu'on cherche à avoir la plus étroite possible. Et c'est vrai qu'elle va partir, elle va s'évaser ben, de manière homothétique, parce que c'est parfaitement cylindrique. Et ce que je fais dans la plupart des cas, c'est que je prends une SI base avec un col qui est assez court, et je vais laisser partir ensuite ma zircone. Et avec la zircone, je vais contrôler justement le mouvement et le soutien de la muqueuse. Donc, pour 99% des cas, je pense qu'on peut avoir recours à la SI base et peut-être dans 1% des cas, ouais, je vais choisir un pilier anatomique et ça va être des cas un peu marginaux où on a un implant qui est très enfoui avec beaucoup de hauteur de tissu et où on va avoir vraiment besoin d'un contrôle important. Mais c'est vraiment à la marge pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, Victor. Je te rejoins absolument. C'est, dans mon opinion, réservé voilà, à des cas très particuliers où il y a voilà, certaines restrictions, certains impératifs qui ne sont pas reproductibles avec des T-bases, on va dire, standardisées, bien qu'aujourd'hui, euh, avec le choix de T-bases en termes de forme, d'évasement, de hauteur, etc., on a dans notre arsenal l'équipement pour gérer 99% des cas du Mm, quotidien. Le point le plus important étant de toujours choisir déjà, et ne pas laisser voilà, déjà un laboratoire nous imposer un T-base ou une épaisseur de T-base ou une hauteur, parce que c'est votre patient et c'est vous qui allez devoir gérer ensuite euh, la suite. Et deuxièmement, avec les nouvelles SI-bases, on a voilà, le plus, je dirais, le fait de choisir un SI-base personnalisé permettra au labo, derrière, de faire une restauration dans les meilleures conditions. ok, merci pour vos réponses. On a une Je autre pensais à, question. je pensais Alors, à un cas de figure. ouais, Euh, il y a l'enfouissement, mais il y a aussi, vous savez, ces incisives mandibulaires hein, où on a un implant assez étroit et où on peut pas se permettre de s'évaser. Et il faut partir vraiment tout droit. Et même une SI base avec un col un peu haut, eh ben, elle va avoir tendance à s'évaser. Et là, on peut éventuellement avoir un pilier anatomique qui va vraiment partir tout droit, tout droit, tout droit pour ne pas comprimer les tissus ou pour ne pas interférer après avec
avec le reste des tissus environnants. Mais c'est vraiment des cas à la marge. Je pense que ouais, 99% des cas, la SI base fait le job. Et, et, et c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, je sais que Victor a un cas comme ça sur un implant très étroit où justement on utilise un passive abutment justement parce qu'on peut mieux maîtriser effectivement ce profil d'émergence et partir plus droit. Donc, ben voilà, pour ceux qui viendront le 24 octobre, ils pourront peut-être le voir dans la présentation de Victor. Il y a une Victor. autre question sur en fait une demande d'avis concernant les implants full zircon. Alors si je comprends bien, donc c'est les implants zircon. Vu l'argumentaire de la première partie que tu as abordé, Marin. Euh, j'ai pas d'expérience, ou en tout cas j'ai une expérience limitée de prothèse sur implant en zircone. Mais j'ai vu très peu d'implants en zircone posés. Ce que j'ai pu observer en revanche, c'est un comportement des tissus mous autour de l'implant en zircone incroyable. On a vraiment des tissus on sent que les tissus aiment ce matériau, cette zircone. Je crois que les taux de succès dans la littérature sont assez élevés. Je crois qu'il y a un délai d'ostéo-intégration un petit peu plus long sur ces implants, ou en tout cas, il est préconisé. Mais je ne peux pas vous répondre sur les implants en zircone, même si intellectuellement, bah, why not? Et d'ailleurs, je pense il- il y en a sur le marché et c'est pas pour rien. Et il y en a depuis longtemps. Voilà. Mais j'ai pas l'expérience du tout pour vous répondre à la question. Bon, après pour répondre à ta question, moi j'ai vu un post hier je pense que tu l'as vu peut-être de Michael Salama qui voilà qui montrait que même sur les implants zircon, on a de la périimplantite malheureusement. Oui, Donc c'est parce que souvent en fait c'est on dit qu'il y a peu de périimplantite. Bon ben allez voir sur le profil du docteur Sanana qui est à Paris, qui est chirurgien oral. Vous le trouverez sur Facebook ou sur Instagram qui a fait un post. Et bon ben vous allez voir que malheureusement la périimplantite ça touche même aussi les implants zircon. Donc après je ne sais pas si effectivement ça vient vraiment que du matériau ou de l'entretien parodontal qu'on peut avoir autour justement autour des prothèses et la façon dont elles sont préparées. Donc c'est un tout, c'est un tout. Il n'y a pas d'autres questions. Donc merci beaucoup pour votre travail et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire en espérant que voilà on aura le plaisir de se voir après l'été. Donc je vais vous souhaiter, le j'espère, 24 octobre, c'est ça? Oui, le 24 octobre, le 24 vendredi octobre. 24 octobre. Bien. Et je vais vous souhaiter un bon été, de bonnes vacances, si vous en prenez. J'espère que vous en prenez bientôt et que voilà, on aura le plaisir de vous retrouver à la rentrée. Je vous dis à très bientôt. Une bonne soirée. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. et à tous. Salut, salut.